Et nous voici pour un nouvel atelier pour parler finances durables et gestion de trésorerie, opportunités ou risques. Et c'est ce que nous allons voir en compagnie de notre invité, Frédéric Saunier. Vous êtes directeur général de Diapason. Première question avant de répondre à ce que soulèvent ces enjeux. Qui est Diapason pour ceux qui ne connaissent pas et que proposez-vous? Diapason est un éditeur de solutions de gestion de trésorerie. C'est un projet qu'on a lancé déjà il y a une quinzaine d'années, qui avait au départ pour vocation à équiper les trésoreries des très grands comptes. C'était vraiment la vocation primaire avec tout le niveau de flexibilité qui pouvait être requis au sein de ces grandes trésoreries. On a progressivement étendu notre cible de clientèle vers une clientèle ETI. Et sachant que d'un point de vue fonctionnel, ce qu'on propose, ce sont les trois grands volets fonctionnels qui sont requis au sein d'une trésorerie. C'est-à-dire que c'est bien évidemment toutes les fonctionnalités cash management, ce qui inclut la prévision moyen-long terme, et puis toutes les fonctionnalités de trésorerie quotidienne et de fin de période. Des fonctionnalités de communication bancaire et de paiement, et des fonctionnalités de gestion des risques de marché de tout type, que ce soit risque de change, risque commodities, risque de taux et également investissement d'ailleurs. Vous avez toute votre place ici. Je rappelle qu'aujourd'hui, on met à l'honneur la gestion des risques au sein de la trésorerie. Alors, l'ESG en fait partie. Comment impacte-t-il justement le département trésorerie ? L'ESG, bien évidemment, n'est pas un phénomène nouveau. On en parle quand même depuis un certain nombre d'années. Ce qui est peut-être plus récent, c'est qu'on prend de plus en plus conscience que l'ESG n'est pas un frein à la productivité, que ce n'est pas un sacrifice, que ça donne de la valeur à l'actionnaire, que ça attire des investisseurs, et de plus en plus, que ça attire également des talents et des nouveaux clients. Donc en fait, ça se diffuse dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise désormais, y compris au sein de la trésorerie. Et le trésorier, en tant que banquier central de l'entreprise, a un impact transversal à différents niveaux, et en particulier, entre autres d'ailleurs, dans la politique RSE de l'entreprise. Donc on peut citer, on va revenir plus dans le détail de tout cela, mais dans la stratégie de financement, dans la politique d'investissement financier, de façon un petit peu marginale potentiellement également dans la chaîne d'approvisionnement, et bien évidemment dans la digitalisation de sa fonction. Justement, en termes de financement, quel type de financement sont touchés par cette prise en compte des enjeux ESG ? Alors, si on fait un petit peu de... Alors, il y a aujourd'hui déjà une certaine diversité de financement à caractère ESG. Et si on refait un petit peu l'historique de tout cela, il y a une dizaine d'années de cela, l'International Capital Market Association a rédigé une première version de ce qu'on appelle les Green Bond Principles. Alors, les Green Bond Principles, c'était la première norme, en quelque sorte, d'émissions obligataires vertes. Et qui avait cette norme, elle avait pour vocation à fournir toute la transparence et toutes les informations qui étaient requises pour s'assurer effectivement du bien fondé, durable, social des projets qui étaient financés par ces émissions obligataires. Cette norme entre-temps a évolué d'ailleurs. Et il se trouve, alors, ces modes de financement-là sont ce qu'on appelle fléchés, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pour vocation à financer des projets à caractère durable, respectant ces fameux Green Bond Principles. Donc ça, c'était l'historique, les premières typologies de transactions qu'on a rencontrées sur les marchés, à caractère ESG. Alors ça s'adressait assez naturellement, principalement à des grands comptes. Les montants étaient assez élevés aussi. Exactement, des montants élevés. Il fallait s'adresser. De millions. Exactement, il fallait s'adresser au marché. On a assisté récemment à l'émergence d'une nouvelle typologie de financement, également à caractère durable, qui sont ce qu'on appelle les crédits à impact. Donc les crédits à impact, eux, sont des crédits bancaires, alors de différentes natures. On y reviendra un peu plus dans le détail tout à l'heure, qui présentent la caractéristique de pouvoir faire bénéficier ou subir à l'emprunteur des bonus ou des malus qui sont fonction d'une trajectoire d'engagement globale de l'entreprise. Donc il ne s'agit pas cette fois de quelque chose de fléché, mais c'est une trajectoire d'engagement globale, de durabilité bien évidemment, et donc qui est sanctionnée par un bonus ou un malus potentiel. Alors trajectoire ça peut être des objectifs de réduction de consommation énergétique, qui peut s'agir d'objectifs de parité, toute typologie d'objectifs durables ou sociaux qu'on va pouvoir effectivement gérer au niveau de la politique
politique RSE d'un groupe. Donc ça, effectivement, ça a permis quand même une assez forte démocratisation des financements à caractère durable auprès des entreprises. Ce qui est assez intéressant, si on fait un petit bilan de tout cela aujourd'hui, c'est que on a connu cette année, le premier trimestre 2023, un record d'émissions obligataires vertes. Il y a eu, si je ne m'abuse, 164 milliards d'émissions obligataires vertes. C'est vraiment un record, on n'avait jamais connu ça. Alors bon, il y a deux explications à cela. Il y a une explication très conjoncturelle, c'est que les marchés obligataires, comme vous le savez, se portent quand même un petit peu mieux que l'année dernière. Donc il y a une réalité de marché de toute façon qui est là, naturellement. Et outre ça, c'est également parce qu'il y a un très fort appétit des investisseurs, alors que ce soit des investisseurs institutionnels ou des investisseurs particuliers, pour ce type de véhicule, pour aller de plus en plus vers de l'investissement durable. Exactement. Exactement. Il y a une pression très très forte. Donc ça pousse effectivement à aller vers cela. Alors après, maintenant, si on rentre un peu dans le détail des typologies de transactions qui sont concernées, outre les émissions obligataires, quand on parle de financement, c'est très large. C'est-à-dire qu'il peut s'agir d'un emprunt bancaire tout à fait classique, d'un RCF, ça voit beaucoup, des RCF qui effectivement eux-mêmes sont adossés à une trajectoire d'engagement. Il peut s'agir, on l'a vu également d'ailleurs, de crédits baux, avec également une trajectoire d'engagement adossée. Et si je sors du périmètre de l'endettement, alors je ne sais pas si la mayonnaise va prendre, mais c'est toujours assez intéressant, c'est qu'on commence à voir maintenant des dérivés à impact. Donc c'est assez intéressant, on va avoir un swap de taux qui est sanctionné par une prime reçue ou payée en fonction de l'atteinte ou de la non-atteinte d'une trajectoire d'engagement. Voilà, bon, ça reste encore marginal, mais c'est quelque chose. Enfin, je connais un des grands groupes de la place, effectivement, qui a traité ce type d'opération. Donc des types de financement, on l'entend, très variés. Globalement, on commence à saisir, mais quelles sont les opportunités? Est-ce que vous pouvez les lister? Et puis les risques aussi, puisque il y a beaucoup d'interrogations, ceux qui nous écoutent, pour aller sur ce type de financement. Oui, non, bien sûr, c'est vrai. Alors, en termes d'opportunités, on a deux principales. La première, même si elle peut sembler marginale, c'est cette opportunité de pouvoir bénéficier de conditions de financement avantageuses si on respecte effectivement ses engagements. Ça, c'est le premier niveau. Bon, après, ça joue marginalement, mais c'est quand même c'est un impact qui est réel. Le deuxième avantage qu'on voit, c'est un avantage lié à l'image qui est véhiculée par les emprunteurs qui vont sur ces marchés-là. C'est une image vertueuse qui est véhiculée. Alors, un petit peu moduler tout ça, mais enfin bon, c'est quelque chose qui joue aujourd'hui beaucoup, sachant que c'est presque plus qu'en fait une opportunité. Pour rebondir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, en fait, c'est presque une obligation, parce que de toute façon, les investisseurs réclament de plus en plus ce type de support-là. Donc, plus qu'une opportunité, ça va presque devenir une obligation. Il y a un risque de réputation. Exactement, il y a un risque de réputation si effectivement on reste sur des typologies de financement traditionnelles qui ne sont pas à caractère durable. Voilà. Donc ça, c'est pour le volet opportunité. Le volet risque, très clairement, et alors là, ça a défrayé la chronique à de nombreuses reprises, c'est le greenwashing, bien évidemment. Il y a plein d'exemples dans la presse. Il y en a un assez emblématique que j'ai bien cité, c'est que une partie de l'agrandissement de l'aéroport de Hong Kong a été financée par une obligation verte. Bon, c'est un petit peu étrange. Bon, et effectivement, il y a eu ça, d'ailleurs, ça a suscité l'émoi des associations de défense de l'environnement. Donc, une petite contradiction. Oui. Voilà, il y a quand même une légère contradiction. Alors, les choses quand même évoluent parce que la réglementation, alors surtout en Europe, en dehors de l'Europe, la réglementation évolue pas forcément beaucoup. Il y a une évolution de la réglementation, en tout cas une certaine pression des instances gouvernementales européennes qui poussent justement pour que la réglementation sanctionne plus justement ce type d'action. Alors ceci étant, je module également un petit peu ça parce que je crois que c'est hier dans la presse, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une obligation déclarative qui va s'imposer à un bon nombre d'entreprises à compter du début de l'année prochaine, à compter du 1er janvier 2024, ce qu'on appelle la CSRD, qui a quand même en partie été vidée de sa substance par un certain nombre de lobbies. Donc c'est-à-dire que le reporting a été quand même, vivement, risque d'être assez fortement allégé par rapport aux exigences qui étaient prévues initialement. Mais bon, malgré tout, on peut quand même imaginer que l'évolution de la réglementation va éviter un certain nombre d'écueils ou ça va dans le bon sens, même si c'est sûr que le progrès, c'est deux pas en avant, un pas en arrière, comme souvent dans certaines révolutions. Là, on a parlé financement, côté politique d'investissement. Oui. Qu'en est-il aussi ?
Alors l'investissement, c'est le reflet du financement, assez naturellement. Ce qu'on constate, enfin vous le constatez tous, toutes et tous, c'est que il y a de plus en plus de supports, ce qu'on appelle labellisé ISR, investissement socialement responsable. Aujourd'hui, tous les sociétés de gestion, les banques proposent une quantité effectivement de fonds qui ont ces labels. Donc ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment du choix aujourd'hui pour aller vers ce type d'investissement. Ce qui est assez intéressant, toujours la question qu'on se pose quand on fait on investit dans un fonds ISR, c'est que est-ce qu'on peut faire du rendement financier en faisant de l'ISR? Alors il y a une étude très intéressante publiée dans la GFI d'ailleurs, et qui a été rédigée par des collaborateurs du groupe Schroders. Et la question c'était durabilité ou rendement faut-il choisir? Enfin je crois que c'est pas le titre verbatim, mais c'est quelque chose de ce style-là. C'est une question récurrente. C'est une question très récurrente. Voilà. Et alors le document était assez long, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais en tout cas en première approche, oui, c'est possible de faire du rendement financier tout en faisant de l'ISR et même de faire de l'alpha positif en fait. C'est pas juste du rendement positif, c'est de faire de l'alpha. Voilà, de faire de la surperformance, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors après, effectivement, ce que l'article décrit très bien, c'est qu'il faut quand même creuser un peu plus le sujet. C'est quand on fait de l'ISR, est-ce qu'on veut vraiment faire du rendement financier ou est-ce que l'objectif c'est plutôt de faire de l'investissement socialement responsable en tant que tel ou est-ce que c'est les deux? Voilà. Bon, alors là, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, si on se pose la question du risque de rendement sur un fonds ISR, en réalité, non, il est tout à fait possible, en choisissant bien son fonds, de faire de l'alpha positif. Oui, exactement. De faire les deux. Et alors, les risques, peut-être, enfin, c'est la question que vous avez posée, peut-être. Voilà. J'allais pas effectivement. Devancer. Ça, j'ai devancé, excusez-moi. Donc, le risque, effectivement, alors le risque, c'est exactement le même risque que celui que j'ai évoqué préalablement pour les financements. C'est qu'il y a clairement un risque de greenwashing. Alors, il y a une étude très intéressante qui a été publiée par la Banque de France en mars dernier et dont le titre était les fonds labellisés, enfin sous-entendu ISR, les fonds labellisés sont-ils plus verts sous-entendu que les fonds non labellisés. Alors c'est assez intéressant parce que l'étude elle consistait, alors certains vous diront qu'elle est incomplète, je sais que Jean-Marc Jancovici a fait un petit article là-dessus, mais bref. Déjà c'était quand même assez intéressant parce que ça consiste à mesurer l'écart d'intensité carbone entre les fonds labellisés et les fonds non labellisés. Alors l'intensité carbone, pour faire simple, ça permet de savoir dans quelle mesure 1 euro investi dans un portefeuille permet de financer des entreprises plus ou moins vertes. Alors, ce qui est ressorti de l'étude, c'est qu'en moyenne, le en moyenne est important. En moyenne, les fonds labellisés ont une intensité carbone inférieure de 21% pour les émissions du scope 1 et de 14% pour les émissions du scope 2 et 3. Voilà. Alors, marrant parce qu'après quand on voit les réactions face à ça, vous avez certaines sociétés de gestion qui disent c'est super, ça veut dire qu'on va dans la bonne direction, c'est quand même une différence qui est assez notable. Alors d'autres effectivement à juste titre disent oui mais c'est bien joli mais tout ça c'est une moyenne et en réalité quand on prend un fonds labellisé ISR au hasard, on a une chance sur deux que ce fonds labellisé ISR soit moins vertueux qu'un fonds non labellisé pris également au hasard. Donc voilà, ça veut dire que la réalité écologique de l'ISR, elle pose encore certaines questions. On ne peut pas se fier qu'au label. Pas totalement, pas uniquement au label. Alors ceci étant, la présidente du comité du label ISR a annoncé le mois dernier un relèvement du niveau d'exigence pour obtenir ce label ISR. Donc là encore, on aimerait peut-être que les choses aillent plus vite. Michel Papalardo. Exactement, voilà, c'est ça. Mais ça va dans le bon sens. On peut imaginer effectivement qu'il y ait également une amélioration dans ce cadre-là. Rester vigilant, c'est vrai que la maturité n'est pas encore là, donc il faut rester vigilant. On est sur Univers SwiftNet, donc la question aussi, c'est quel est le rôle du trésorier finalement dans le verdissement de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise? Quel rôle il peut jouer justement dans cette démarche vers l'impact? Alors, le trésorier n'est pas directement en charge de la chaîne d'approvisionnement, mais effectivement, il peut intervenir à différents niveaux. Alors déjà, ce qui existe aujourd'hui, peut-être indépendamment de la fonction trésorerie, il y a d'ores et déjà, bien évidemment, tous les services achats qui vont aller sanctionner le caractère plus ou moins vertueux de ces fournisseurs. Enfin, nous, on le sait, en tant que fournisseur de logiciels, on répond à certains questionnaires, mais bref. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose qui est déjà regardé de façon assez précise par les services achats. Il y a c'est plus une expérience d'ailleurs, un cas pratique très intéressant qui a été mené sur la place par un trésorier. Il y en a peut-être plusieurs, en tout cas je
pense à un en particulier, qui travaille main dans la main avec le service achat et qui a mis en place des mécaniques tout à fait classiques de reverse factoring. Et ce qui est assez intéressant dans ce contexte-là, c'est que la commission d'affacturage négociée est modulée en fonction du caractère plus ou moins vertueux du fournisseur. Donc là, c'est clairement le trésorier qui est intervenu justement dans le cadre de cette chaîne d'approvisionnement et dans le cadre finalement de la mise en place de cette mécanique-là pour sanctionner plus ou moins les fournisseurs en fonction de leur caractère plus ou moins vertueux. Alors, donc c'est un exemple typique de cas de figure où le trésorier peut intervenir dans la chaîne d'approvisionnement. Il peut intervenir aussi, parce que transition énergétique rime souvent avec transition numérique. Quelles améliorations au niveau de la digitalisation justement des process de trésorerie où il y a aussi possibilité concrètement d'améliorer les choses? Oui, non, très clairement. Alors, ce sont des processus qui sont déjà assez... Enfin, la digitalisation de la fonction trésorerie est quand même déjà assez largement avancée, au bénéfice des implémentations de TMS en particulier. Alors, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais juste donner quelques exemples. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus un seul trésorier qui a un extrait de compte papier. Enfin, levez la main s'il y en a, mais je ne pense pas. Ils ne vont pas oser. Voilà, ça. Je pense que ça a totalement disparu. Donc, tous les processus de récupération des relevés, je vous vois sourire, peut-être que... Non. Donc la récupération des relevés, stockage de ces relevés, utilisation de ces relevés pour faire de la réconciliation, tout ça c'est totalement numérisé. Donc ça c'est le cas typique effectivement d'un processus réussi de numérisation d'un processus de trésorerie. Deuxième exemple que je peux évoquer, les émissions de paiement, les confirmations de transactions simples. Aujourd'hui même principe, sont des processus qui sont assez largement numérisés. Des confirmations d'opérations de change aujourd'hui, pour beaucoup il y a d'autres cas d'autres possibilités, mais ça va utiliser la nomenclature Swift, on va générer des MT300, 305, 306, utiliser ces mêmes messages pour faire de la réconciliation, c'est numérisé, il n'y a plus de papier là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est extrêmement marginal. Là où peut-être il y a des marges de progression à atteindre, ça va concerner les transactions peut-être un petit peu plus complexes, un peu plus atypiques et pour lesquelles il n'est pas forcément aisé d'avoir un modèle de confirmation très, très normalisé. Sur des dérivés un petit peu compliqués de taux, des dérivés sur des commodities, des opérations de financement, donc tout ce qui est contrat, confirmation, c'est pas forcément très facile de modéliser ça. Alors la mécanique qu'on met en place avec nos clients aujourd'hui, elle consiste plutôt que générer du papier et puis une signature sur un parapheur, c'est de numériser les documents en question, parce que ça c'est tout à fait faisable, et de faire de la signature avec des composants du type DocuSign. Ça maintenant, tous les partenaires bancaires sont tout à fait d'accord pour réaliser ce genre acceptent ce type de signature-là. De même qu'on a un de nos clients aujourd'hui qui confirme toutes ces transactions internes, tous ces prêts internes, avec également un document numérisé qui part et une signature du type DocuSign qui va faire la signature de la confirmation entre les deux parties. Donc là, on voit quand même, il y a quand même des solutions qui permettent de s'épargner effectivement le papier. Et je vais prendre un troisième exemple, après j'arrêterai parce qu'on peut aller très loin, mais la circularisation des pouvoirs bancaires, parce que je connais des clients qui génèrent des ramettes de papier pour envoyer leur signature à leurs partenaires bancaires. Même remarque, parce que il y a une solution qui existe au demeurant, c'est l'IBAN, mais qui met un petit peu de temps à voir le jour. Une solution qui existe, c'est la génération de tous les cartons de signature au format numérique, signature DocuSign, et là, la ramette de papier, on l'a économisée. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples, d'une part, effectivement, de digitalisation qui ont déjà été mis en place, mais également de marge de progression potentielle. Et alors, pour finir sur le sujet, parce qu'il y a un double effet à cela, à cette digitalisation. Un effet vertueux en termes de développement durable et un effet également d'automatisation et de très forte sécurisation des processus. Donc c'est tout bénef en l'occurrence. Et il y a un quatrième effet, on est au 4, c'est précisément, là c'est l'aspect durable sur ce que peut faire le trésorier. Et quel est l'impact aussi, vous parliez des transactions durables. Concrètement, ça ajoute quoi au niveau des process informatiques ? Oui, alors effectivement, nous, ce qu'on a pu constater, on a été interrogé par certains de nos clients sur ce sujet-là, il faut trouver un moyen de gérer quand même ces transactions-là, parce qu'on constate qu'en fait, à partir du moment où on adosse une trajectoire d'engagement, ça a un impact sur les termes et conditions des transactions. Donc ça, il va pouvoir l'intégrer effectivement dans le système pour pouvoir suivre son cycle de vie. Alors, je vais prendre l'exemple des crédits à impact que j'ai évoqué tout à l'heure. Crédit à impact, il y a une trajectoire d'engagement qui fait que si c'est respecté,
on a potentiellement un bonus. Si ce n'est pas respecté, on a potentiellement un malus. Enfin, normalement, c'est pas potentiellement d'ailleurs. Donc concrètement, ça signifie qu'il faut renseigner au niveau de la transaction les covenants ESG. Mécaniquement, c'est très proche d'ailleurs des covenants financiers, d'un point de vue mécanique, j'entends. Donc les covenants financiers, c'est je respecte la trajectoire d'engagement, alors qu'est-ce qui va se passer? Je ne la respecte pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc exemple très concret, vous mettez en place un RCF, la commission de non-utilisation de ce RCF, elle augmente ou elle diminue en fonction du respect ou du non-respect de cet objectif-là. Ça, il faut d'une part pouvoir le renseigner lors de la mise en place de la transaction. Et si effectivement, au moment de l'audit, une fois par an par exemple, on constate qu'on n'a pas respecté ses engagements, il faut pouvoir, à compter de cette date-là, modifier les termes et conditions de la transaction pour modifier la valeur de cette commission. Pourquoi? Parce que ça a un impact direct au niveau cash. Alors ça peut sembler mineur, une commission, enfin... On en connaît quelques gros émetteurs de dettes pour qui ce n'est pas si négligeable que ça. Donc ça a un impact au niveau cash, ça a un impact au niveau de la détermination du coût de la dette. Le coût de la dette est affecté par la modification de ces termes et conditions. Et ça a un impact comptable, parce que aujourd'hui, quand on est en IFRS, la dette, elle est évaluée à ce qu'on appelle le coût amorti, et dès lors que le coût global de la transaction bouge, il y a un impact comptable également. Donc il y a des impacts effectivement à différents niveaux, donc il est vraiment très important de pouvoir suivre effectivement ces modifications de termes et conditions. Un autre exemple, un emprunt tout simple, le spread évolue à la hausse ou à la baisse en fonction de cette grille de covenant ESG, même traitement. Ou encore d'autres cas de figure qu'on a pu rencontrer, une prime à verser à une organisation caritative à la maturité si on n'a pas respecté, pouvoir intégrer cette prime également au niveau de la transaction. Donc il faut vraiment avoir cette capacité, cette flexibilité pour intégrer ou renseigner toutes les informations relatives aux termes et conditions, à l'évolution des termes et conditions en fonction de l'atteinte ou non de la trajectoire d'engagement. Flexibilité, ce qui signifie que ça oblige à adapter ses outils, c'est ça? Oui, alors ça suppose, en tout cas ça suppose, vous avez raison, ça suppose de disposer de la capacité de saisir les informations qui vont impacter effectivement les termes et conditions, tout à fait. Oui. Alors sur ce sujet, juste pour terminer sur, sur cet impact-là, alors un impact beaucoup plus simple à gérer mais qui est important. Je parlais un peu de CSRD tout à l'heure. La CSRD, donc, qui va, même si elle est un peu vidée de sa substance, mais enfin elle sera quand même là, elle va imposer un certain nombre d'indicateurs à partir du 1er janvier. Voilà, exactement, d'indicateurs de performance. Alors on ne sait pas encore précisément ce que ça va recouper, mais on peut imaginer qu'il y a des indicateurs de performance relatifs à la trésorerie, comme par exemple le ratio de l'endettement à caractère durable versus l'endettement global, ou le ratio ISR sur placement, la totalité des placements. Donc ça, bien évidemment, ça suppose de typer les transactions en question pour pouvoir, à un moment donné, si la réglementation l'exige, ou pas simplement la réglementation, d'ailleurs ça peut être des indicateurs de performance internes. En tout cas, si les indicateurs de performance nécessitent d'avoir ce type d'informations. Qui seront bientôt demandés, justement en termes de perspective, en conclusion, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors en termes de perspective, alors déjà ce qu'on peut dire, le bilan, c'est que les trésoreries, enfin à tout point de vue-là, nous ont pas attendu. Je pense qu'effectivement, on le voit. Il y a eu des témoignages aujourd'hui d'ailleurs. Les trésoriers sont déjà très impliqués effectivement dans la politique RSE. De par effectivement les financements, les typologies de financement que j'évoquais, les types de placements. Aujourd'hui, les stratégies de financement et d'investissement, c'est devenu quasiment indissociable de la politique RSE d'un groupe. Donc ça veut dire que de toute façon, certainement, on va aller plus avant encore dans la mise en place de ce type de transaction-là, et également parce que le marché le réclame, les investisseurs réclament d'aller effectivement dans cette direction-là. La réglementation, même si effectivement elle ne va pas aussi vite qu'on veut et elle est un petit peu vidée de sa substance, va également de toute façon de plus en plus pousser à aller dans cette direction-là. Voilà, c'est ça. Et puis alors pour parler effectivement de la digitalisation de la trésorerie, alors c'est quelque chose pour le coup que nous on vit au quotidien avec nos clients, ça évolue très vite. Alors, ça évolue très vite, il y a des technologies qui permettent de progresser très très rapidement. Donc la même remarque que ce que j'évoquais tout à l'heure, bénéfice en termes de digitalisation parce que moins de papier, moins de carbone, et sécurisation et automatisation des processus. Ça avance très vite parce qu'on voyait même l'année dernière sur le même événement, on n'en parlait pas autant de ces risques extra-financiers. Merci Frédéric. On a le temps d'une petite question courte si quelqu'un en a une. On a 1 ou 2 minutes. Ça soulève sans doute plein de questions. Après, Frédéric Saunier est à votre disposition pour y répondre en off si vous préférez. Si vous avez un dernier mot, Frédéric, je crois qu'on a balayé pas mal le sujet. Dernier mot, pardon.
Alors, il y a peut-être un sujet que j'ai assez peu abordé tout à l'heure, enfin, je l'ai très brièvement abordé, je vais finir peut-être par ça, c'est ces fameux indicateurs de performance. Hein. Juste un tout petit mot rapide là-dessus. J'ai évoqué quelques exemples, et c'est un sujet qui est assez intéressant parce que les trésoriers sont quand même généralement très affûtés, très habitués à fournir des indicateurs de performance. Hein. Indicateurs de performance pour comparer une prévision de trésorerie avec une réalisation, pour mesurer l'efficacité d'une couverture, enfin, un ratio de couverture sur le sous-jacent, ça c'est des choses qui sont très fréquentes. Les indicateurs de performance, on commence à voir maintenant effectivement quelques demandes sur la mise en place d'indicateurs de performance ESG. Alors là où c'est très différent, c'est que ces indicateurs de performance, ils ne vont pas émaner de la trésorerie. Forcément, un indicateur de performance, ça doit être transversal au niveau d'une organisation. Hein, si on parle d'objectifs de parité, la parité, c'est pas juste au niveau de la trésorerie, hein, c'est au niveau global de l'entreprise. Donc ça, c'est un sujet qui est également intéressant parce que ça va venir du conseil d'administration et de la direction générale, ces sujets-là. Ça doit être transversal. Il y en a certains qui concernent directement la trésorerie, comme ceux que j'ai évoqués, hein, des ratios d'endettement vers surendettement total. D'autres qui, par contre, sont complètement transversaux, comme des objectifs de réduction de papier ou réduction carbone. Et ça, c'est quelque chose qui va, indépendamment de la réglementation, qui va s'imposer, ne serait-ce que parce que quand on parle de crédit à impact, ces crédits à impact, ils sont adossés à des trajectoires d'engagement, donc qui traduisent ni plus ni moins que ces indicateurs de performance. En fait. Oui, et puis les entreprises n'attendent pas la réglementation pour fixer des trajectoires pour les raisons que vous avez soulignées. C'est exactement ça. Eh ben, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup Frédéric Saunier et à bientôt. Merci.